Alors quand vous avez ouvert le document, il vous a dit qu'il y a des polices qui manquent. C'est pas un drame, ça peut se régler après, c'est ce qu'on vient de dire. Il fait juste que surligner les polices qui sont roses, les surligner en rose. Vous avez aussi eu, et là c'est plus problématique, des messages vous disant qu'il y avait combien 12 liens qui étaient manquants. Pourquoi? Parce que le Mac, sur lequel le document a été fait, accepte des chemins longs. On peut avoir un chemin qui fait jusqu'à 32 000 caractères, je pense, c'est-à-dire que je peux faire un dossier avec 216 caractères. Là-dedans, je mets un dossier qui contient 200 caractères. Là-dedans, je mets un autre dossier. Je mets un fichier qui finalement a aussi 140 caractères. Enfin, finalement, on a des chemins très longs sur le Mac. Et Windows n'est pas prévu pour ça. C'est pour ça que quand je vous ai fourni le premier document zippé, que vous l'avez essayé de dézipper, il vous a mis un message d'erreur. On peut faire fonctionner Windows pour qu'il accepte les noms longs. Il faut aller modifier le fonctionnement de Windows. C'est une option relativement facile à enclencher, mais les ordinateurs ici, vous n'avez pas accès en mode admin, donc on ne va pas aller modifier ça. Mais sachez-le, ces problèmes de transfert de Mac vers PC à cause des noms longs, on peut les éviter. Il faut faire fonctionner son Windows pour qu'il accepte les noms longs. Bon, du coup, quand vous allez transférer vos fichiers Windows vers un autre Windows qui n'est pas réglé comme ça risque de foirer aussi. Hein. Vous voyez. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour que vous arriviez quand même à avoir le document? Eh bien, je reviens à mon dossier d'assemblage ici. Et il y avait dans le dossier des liens, le dossier links, toutes les ressources nécessaires pour que le document fonctionne, des images au format Photoshop, au format JPEG. Ça peut aussi contenir, si on veut, des fichiers Excel, parce qu'on peut importer un fichier Excel dans InDesign, et quand on modifie le fichier Excel, InDesign le repère, met à jour les tableaux. Là, ce sont des images. Quand on modifie les images dans Photoshop ou ailleurs, InDesign le repère et fait la mise à jour. Ça peut aussi être des documents Word. On peut aussi importer un document Word dans InDesign. Si on modifie le document Word, InDesign va faire la mise à jour. Typiquement, ça permet de travailler à deux personnes. Vous avez quelqu'un qui fait la rédaction dans Word et vous avez la personne qui fait la mise en page dans InDesign. On peut aussi importer des fichiers InCopy. C'est un espèce de petit InDesign. Et c'est le même principe que quand on travaille avec des documents Word. C'est pour le rédacteur. Il fait la rédaction des textes et vous faites la mise en page avec les images. Ça demande un peu plus de compétences InDesign. Enfin voilà, mais ici, il n'y a que des images là-dedans. Et il y avait des images qui avaient des noms très longs. Et donc, voilà, j'ai dû les raccourcir pour que ça passe sur le PC. Du coup, InDesign ne trouve pas les liens. Mais on peut essayer éventuellement de régler le problème ici dans InDesign en faisant apparaître la palette des liens et en allant manuellement indiquer, tiens, telle image, voilà tel nom qu'elle a maintenant. Allez-y, menu fenêtre, lien. Parce qu'évidemment, quand on veut faire un magazine, les images ne sont pas réellement intégrées dans le document InDesign. Le document InDesign, allez, regardez un peu ça. Le document InDesign que vous avez ouvert, ici, c'était le INDD. Quel est son poids informatique? 15,5 mégaoctets. Quel est le poids des images? La première image, 160 mégaoctets. Déjà là, Jan Sakwakin Vanin, vous vous doutez que l'image qui est utilisée par le document n'est pas réellement dans le document, elle est liée. Sinon, quand on fait un magazine, ça fait des fichiers qui font 10 gigas, ça n'est pas possible, ça. C'est le principe du lien, la ressource, voilà. Alors, menu fichier, lien. Je vais agrandir un peu la palette par sa petite case en bas à droite. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous a dit qu'il manquait? Mais normalement, et ça c'est bizarre qu'il vous ait dit qu'il manquait des liens. Chez tout le monde, il vous a dit qu'il manquait des liens? Bon. Voyons. Est-ce qu'il y a des petits points d'exclamation là, quelque part? Point d'interrogation, d'accord. Alors, ce que vous allez faire, c'est en face d'une image qui a un point d'interrogation, vous allez sélectionner, en fait, le dossier parce qu'elle se trouve à plusieurs endroits parfois. C'est pour ça qu'il y a des dossiers avec les deux images identiques dedans chaque fois, ou peut-être plus, 3 images là. Elles se trouvent à différents endroits du document. En voilà une qui se trouve à plein d'endroits dans le document. Voilà, ce que vous allez faire, c'est donc activer une des images qui pose problème. Vous allez dans le menu de la palette ici, vous allez demander rééditer
les liens de toutes les occurrences de Nature Forest. Alors, de manière assez intelligente, je dois dire, je me jette des fleurs, j'ai fait en sorte, normalement, que les noms commencent de la même manière. J'ai raccourci par l'arrière du nom, pas par le début. Donc, normalement, vous allez trouver, et je suis cynique, là, je rigole, hein. Vous allez apprécier mon humour foireux à un certain moment. Non. Alors, rééditer les liens de toutes les occurrences de, dans ce cas-ci, Nature Forest. Dans ce cas-là, dans le dossier que vous avez téléchargé, il faut aller dans le dossier Links. Il faut faire un classement par liste. Oui, sur Windows, il y a un classement par liste possible aussi, bien sûr. Par ordre alphabétique. Et à un certain moment, vous avez Nature Forest. Voilà. Et il faut faire ouvrir. Et voilà. Et ça réédite le lien. Et normalement, le point d'interrogation va disparaître. Ben, malheureusement, il va falloir le faire manuellement pour chaque image. Parce que ce n'est pas juste un problème de dossier qui n'arrive pas à localiser. Si c'était un dossier qui n'arrive pas à localiser, un dossier avec les images ressources, je demanderais de rééditer le lien du dossier. Et d'un coup, les 12 images reviendraient. Mais là, les images ont réellement changé de nom. Donc, on doit réellement, manuellement, vous devez réellement, manuellement, aller modifier le nom de chaque image. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire pour tous, hein, mais vous avez vu le principe. Et surtout, il faut penser à agrandir la palette lien, parce qu'elle arrive et vous ne voyez pas bien, en fait, c'est rikiki. Donc, si elle est attachée comme ça sur le côté de l'écran, vous devez la prendre par son onglet, la déplacer, ensuite l'agrandir avec sa petite case en bas à droite, comme ça. Ensuite, il faut peut-être aussi agrandir la zone des noms, parce que si vous avez agrandi la palette lien et que la zone des noms est restée petite, c'est foireux. Il faut donc aller ici, agrandir, cliquer, glisser, voilà. Voilà, donc j'ai gardé, dans la version raccourcie, j'ai gardé les noms, ils commencent de la même manière en fait. C'est-à-dire que, voilà, animal ici. Voilà, on clique sur le nom du dossier, puisqu'on va faire la mise à jour des 4 images identiques d'un coup. Voilà, on va dans le menu ici, on demande rééditer les liens de toutes les occurrences de Animal Wildlife. Dans ce cas-là, on va évidemment dans le dossier qui contient le dossier d'assemblage que vous avez téléchargé dans le dossier Links. Affichage par liste, sur Windows, c'est détail. Il vaut mieux choisir détail, parce que ça vous propose aussi affichage par liste, mais détail, c'est mieux, c'est une vraie liste. Comme ça, vous pouvez faire un affichage par ordre alphabétique et vous avez le nom d'image qui est là. Voilà, voilà. Rééditer le lien, et voilà, c'est fait. Parfait. Bon, c'est pas très grave, parce que les images aussi, si elles ne sont pas accessibles sur le dossier, bien sûr, on ne pourra pas faire une exportation valable avec InDesign, mais on peut quand même travailler dedans. Donc, si vous avez encore des petits points d'interrogation rouges qui vous indiquent que l'image n'a pas été trouvée, ce n'est pas grave pour la suite. Alors, une des premières choses qu'on va faire ici, c'est mettre à jour les titres, puisque la police, là, on ne va pas installer la police que je vous ai fournie dans le dossier d'assemblage, ça va être trop long, trop complexe. On va juste la remplacer par une autre qui est déjà installée sur l'ordinateur. Donc, les sous-titres, les titres de second niveau, on appelle ça, utilisent un style. Ils sont guidés, ils sont télécommandés par un style pour les sous-titres. Donc, plutôt que d'aller manuellement modifier sur chaque page, bien sûr, les sous-titres, je vais le faire par le style. Donc, on y va. Vous prenez la flèche noire, vous allez cliquer à côté d'une page comme ça, pour être certain que rien ne soit sélectionné, avec la flèche noire là. Et puis, vous allez faire apparaître la palette des styles de paragraphe. Menu texte, style de paragraphe. Texte, style de paragraphe. Alors, là-dedans, vous devrez trouver, dans groupe de style 1, un style qui s'appelle titre de second niveau. Vous allez double-cliquer à droite du nom, comme ça, et ça va faire apparaître les réglages. Alors, à cet endroit-ci, vous avez les formats de caractères de base et vous avez le choix de la police. Vous allez pouvoir cliquer là-dedans si vous voulez.
Vous pouvez même cocher la case aperçue là derrière, comme ça, directement derrière dans le document qui est là derrière. Vous allez voir que ça se modifie. La petite case preview, la petite case aperçue. Et on peut passer en revue les polices. Donc ce que vous pouvez faire, c'est cliquer dans le nom de la police. Et puis avec les flèches haut et bas sur le clavier, vous avez 4 flèches, gauche, droite, au bas. Avec les flèches haut et bas, vous pouvez passer en revue les polices et vous allez voir que ça se modifie. Voilà. Alors je sais pas, moi j'ai choisi finalement Myriad Pro. C'est pas génial, je préférais l'autre, mais enfin voilà. Je sais pas si vous avez Myriad Pro installé aussi, parce que normalement oui, parce que c'est une police Adobe, donc vous avez Myriad Pro aussi. Ben oui, pourquoi pas, faites ça, installez Myriad. Choisissez Myriad Pro. Si vous ne l'avez pas trouvé facilement, vous tapez simplement le nom de la police ici. Hein. M, Y, voilà, et vous avez Myriad Pro, Regular, enfin tout le reste on ne change pas, ça devrait passer. Ok, et normalement le surlignage en rose devrait disparaître parce qu'il n'y a plus de raison qui vous disent que la police n'est pas installée, n'est pas accessible sur l'ordinateur. Alors une chose intéressante à faire à ce stade-ci, ce serait d'enregistrer le document. On va faire fichier enregistrer sous. Alors je vous propose, faites-le d'enregistrer sous des noms différents. C'est-à-dire que j'ai le document ici 127, je vais passer au document 128 et je l'enregistre où? Ben à côté de l'autre, dans le dossier d'assemblage, c'est bon dans un premier temps, c'est pas un problème. À côté de l'autre, le 127.indd, j'enregistre le 128.indd. Enregistré. Comme ça, si ça plante, on est sûr de ne pas tout perdre. Ceci dit, normalement, il y a un système de récupération dans InDesign. Si ça plante, vous ne perdez que les 5 dernières minutes. Au moment où vous relancez InDesign, il va vous proposer de réouvrir le document qui a été sauvegardé. Voilà. Dans la palette page, vous avez double-cliqué. Elle était là. Idiot, évidemment. Dans la palette page, vous avez double-cliqué sur la page 18. Vous êtes allé à la page 18. Voilà, je double-clique sur la barre de titre de la palette page pour la faire plus petite. Voilà. Alors, si vous avez des écrans avec beaucoup de points, vous avez évidemment une palette page qui n'occupe pas quasiment tout l'écran. Hein, c'est logique. C'est parce que moi, je suis en 1440 x 900 pixels pour les besoins de la projection. Et donc, la palette page, elle est immense quand elle est affichée. Bon, c'est ennuyeux. Mais bon, voilà. Mais sachez-le, si vous êtes sur un écran de haute qualité, vous allez évidemment avoir une palette page qui va être plus discrète. Il ne faudra peut-être pas nécessairement la rétracter comme ça à chaque fois que vous voulez travailler dans le document. Vous êtes sur la page 18, c'est indiqué en bas à gauche sur la fenêtre du document, je suppose. En bas à gauche de la fenêtre du document, il est indiqué page 18 que vous êtes en train de voir. Et en plus, il y a un numéro ici qui indique que c'est la page 18. Excellent. Donc, sur la page 18, et là je vais zoomer, Alt roulette, barre d'espacement pour bouger dans la fenêtre. Si la roulette ne fonctionne pas sur votre souris, il va falloir utiliser les raccourcis clavier. Sur le PC, ce sera barre d'espacement CTRL et vous avez une loupe positive, vous cliquez. Barre d'espacement CTRL Alt, vous avez une loupe négative, vous cliquez. Sinon, si la roulette fonctionne sur la souris, Alt roulette pour zoomer en avant, en arrière. Ça, c'est comme dans tous les logiciels Adobe, ça marche. Alors, cette page, elle n'est pas trop mal. Si je l'affiche en aperçu, cette double page, je veux dire, elle n'est pas trop mal. Si je l'affiche en aperçu, je vois qu'on a 2 colonnes de texte sur la page de gauche avec un grand titre, un sous-titre. Il y a de la numérotation automatique. Alors, il y a un deuxième sous-titre ici. Tiens, il doit y avoir 3. Ah voilà, 3.2 est ici. Donc tout est bien cohérent. Alors, la page suivante, les sous-titres est bien numéroté dans la continuité, tout va bien. Alors si jamais ça ne marchait pas, si les numéros foiraient complètement, la petite astuce c'est de sélectionner les blocs et de les couper et puis de les recoller au même endroit et à ce moment-là les numéros redeviennent bons parce que vous n'avez pas à faire un document en flux continu parce que c'est un document pour débutants et on peut aussi, même quand on est avancé, faire des documents comme ça. C'est-à-dire que les titres, les blocs texte sont complètement indépendants, enfin complètement pas vraiment, parce qu'il y a quand même du chaînage entre les 2 blocs texte de la page de gauche. C'est-à-dire que le texte coule d'un bloc à l'autre, c'est ça les petits élastiques qu'on voit. Hein. Il y a quand même du chaînage. Mais en tout cas, le bloc du titre, il est indépendant, on peut le bouger. Si vous le prenez avec la flèche noire, vous pouvez le bouger, le remettre en place. Il est calé sur une structure, une grille. Je vais le remettre un peu mieux en place, voilà.
OK. Et donc, parfois, ça foire les numéros. Donc, rapidement, petite parenthèse ici, comment régler le problème des numéros qui ne fonctionneraient pas? Alors, vous pouvez le faire aussi si vous voulez. Vous êtes en affichage normal ou aperçu, peu importe, les deux fonctionnent. On peut travailler des deux manières dans InDesign. Avec la flèche noire dans la palette des outils, vous allez cliquer sur le premier bloc ici. Ensuite, vous enfoncez la touche majuscule, la touche Shift sur le clavier, vous la gardez enfoncée. Vous cliquez sur le deuxième bloc. Vous cliquez aussi sur le troisième bloc de la page de droite. Vos trois blocs sont sélectionnés. Vous faites un CTRL X sur le PC, commande X sur le Mac. Vous avez coupé, vous avez envoyé dans le presse-papier, dans le clipboard. J'aime bien clipboard. Il va falloir le recoller au même endroit. Édition, coller sur place, c'est Edit dans la version anglaise. Et oui, Edit, je l'adore. Edit, coller sur place. Voilà. Et ici, il n'y avait pas de problème de numéro, donc ça n'a rien fait. Mais je vous garantis que si jamais les numéros foiraient, si à la place de 3.1, vous aviez 2.6, et puis le suivant, c'est 2.7, etc. Autrement dit, ça ne tient pas compte du titre qui est là. Le fait de sélectionner, couper, recoller au même endroit, ça règle le problème. Alors, touche W sur le clavier, autrement dit, je passe de l'affichage normal à l'affichage aperçu. Qu'est-ce que vous remarquez au niveau de l'image ici? Elle déborde du document. Pourquoi? Il y en a qui connaissent, qui ont déjà fait de l'infographie, un peu de mise en page peut-être en secondaire. C'est quoi? Le fond perdu, exactement, le fond perdu. C'est-à-dire qu'un imprimeur, quand il imprime un magazine, il ne peut pas prendre des pages qui ont la taille des feuilles qui ont la taille des pages du magazine et aller imprimer jusqu'au bord de la feuille. C'est pas possible. Il doit imprimer sur des feuilles plus grandes. Je simplifie très fort ici pour l'explication. Il doit imprimer sur des feuilles plus grandes et puis il doit couper le magazine, ce qu'on appelle le façonnage. Et donc on perd du papier sur lequel il y a eu de l'encre pour que les images, les blocs colorés, tout ça qu'on met dans le magazine, dans la publication, aillent vraiment jusqu'au bord de la feuille. On les fait aller un peu plus loin. Bon là, elles vont à 8 mm à peu près, mais 3 mm c'est suffisant. Et d'ailleurs, quand on exporte le PDF, ça ne fait que 3 mm, c'est suffisant. C'est ça le fond perdu. Donc ça explique que quand vous voulez faire vraiment des mises en page pour un imprimeur qui a une presse offset, la technique d'impression offset, la quadrichromie, je ne parle pas d'une presse dans un copie-service, une imprimante couleur, une photocopieuse couleur interfacée. Non, je parle vraiment d'une presse. Là, si vous voulez que ça aille jusqu'au bord de la page, il faut le faire aller un peu au-delà. Et c'est pour ça que l'image, là, va clairement un peu au-delà de la page. Et si vous imprimez, si vous faites des documents qui sont imprimés chez un imprimeur, faites ça. Faites aller les images jusqu'au bord des pages, les fonds colorés s'il y en a jusqu'au bord des pages, parce que ça donne un côté professionnel, parce qu'on ne peut pas faire ça avec une photocopieuse couleur. Sauf exception, il y en a certaines qui arrivent à le faire, mais elles sont très rares. Il y a toujours un bord blanc quand on photocopie en couleur. Hein. D'ailleurs, si vous voulez vraiment avoir, avec une photocopieuse couleur, vous voulez avoir une page avec l'image qui va jusqu'au bord, vous êtes obligé d'imprimer votre A4 sur un A3 pour y recouper vous-même. C'est un peu ce que l'imprimeur fait quand on imprime chez lui. Il imprime sur une feuille plus grande et il recoupe. Sauf que c'est automatisé, bien sûr, chez l'imprimeur. Il y a des machines spéciales pour ça. OK, donc ça, c'est intéressant de voir que ça fonctionne comme ça. Alors, il y a quand même un truc bizarre ici, c'est cette zone blanche-là. On a un bloc qui, en principe, devrait contenir une image. Eh bien, il est vide. Vous ne le voyez que quand vous êtes en affichage normal, bien sûr. Le bloc, c'est limite. Et il habille, c'est-à-dire qu'il repousse le texte. Alors on va aller manipuler un peu ça. On va aller manipuler un peu ça parce que l'habillage de texte, c'est vraiment un des points forts de InDesign pour faire des documents qui sont fun, qui sont sympas. On peut jouer comme ça avec des images qui poussent le texte. Plus difficile à faire dans Word, bien sûr. Donc autant utiliser vraiment... InDesign, c'est pour faire typiquement des documents. Ça peut faire des documents sérieux, mais c'est aussi surtout pour faire des documents qui sont agréables à voir. Et il y a des astuces typographiques, notamment l'habillage de texte. Alors, avec la flèche noire, vous avez réussi à manipuler tout à l'heure le bloc de gauche et le bloc de droite. D'accord?
Pour ceux qui connaissent InDesign, petite parenthèse, il est possible de faire évidemment un bloc qui contient un nombre voulu de colonnes, 2, 3, 4, un seul bloc. Mais ici, l'approche qui a été choisie, c'est de faire pour chaque colonne un bloc. C'est plus facile pour les débutants. Alors, si vous essayez de cliquer sur la zone là, le rectangle avec ses diagonales, typiquement c'est une convention chez les imprimeurs, quand il y a une diagonale dans un rectangle, ça veut dire que ça va contenir une image. Vous n'y arrivez pas à le sélectionner. Pourquoi ? Et parce que le document a été construit en utilisant le système des calques. Comme dans Illustrator, comme dans Photoshop, quand on superpose plein d'éléments pour pouvoir facilement les sélectionner, on les met sur différents calques et puis on va jouer sur les calques, on va aller verrouiller certains calques. Alors on y va, menu fenêtre calque. Voilà, menu fenêtre calque. Vous allez repérer quel est le calque qui, logiquement, devrait contenir le bloc qui habille. Il y a un calque qui s'appelle habillage, ça devrait être ça. Vous allez déverrouiller ce calque-là et verrouiller tous les autres. Donc, on peut déverrouiller dans une palette des calques dans les logiciels Adobe en faisant un cliquer-glisser ou verrouiller. Vous voyez ? Un cliquer-glisser dans la colonne des verrous. On peut aussi faire Alt-clic sur les verrous une fois, deux fois, autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que ce calque-là ne soit pas verrouillé et tous les autres le sont. Très intéressant. Ça marche comme ça dans Illustrator et Photoshop aussi. Vous voulez travailler sur un calque et verrouiller tous les autres, Alt-clic dans la colonne des verrous. Voilà, on doit être à ce stade-ci, donc où tout est verrouillé, sauf le calque habillage. Et là, normalement, quand vous essayez maintenant avec la flèche noire de cliquer sur les blocs de texte, ça ne marche plus, parce qu'ils sont sur le calque image et texte. Par contre, le bloc ici, ça ne marche toujours pas non plus. Super, pourquoi ? Ah, parce qu'il vient du gabarit, peut-être. Oui, il venait du gabarit. Ah, ça c'est particulier. Voyons un peu ça. Voyons un peu dans la palette des pages. Dans la palette des pages. On est sur la page 18. Elle utilise un gabarit, c'est-à-dire un modèle de page, qui est le modèle de page G. Voyons sur le dessus de la palette page où est le modèle G. Il est là. Voilà. Et donc dans ce modèle G, on a le bloc qui est déjà là. Donc c'est déjà une double page que je pourrais amener à différents endroits d'un document et mettre différents textes, images, mais avoir la même structure. Je pourrais aussi la modifier un peu, une fois qu'on a appliqué le gabarit au document. Ben écoutez, regardez comment ça marche. Vous allez créer une page 26 et 27 avec le gabarit G. Il y a différentes manières de le faire. On va le faire par la manière glisser-déposer. Vous cliquez sur la page gauche du gabarit G. Avec la touche majuscule, vous cliquez également sur la page droite du gabarit G. Vous allez déplacer ces deux pages, en prenant n'importe laquelle des deux, vous la déplacez. Là, à la fin du document, il y a une ligne verticale qui apparaît. Vous avez ajouté deux pages qui utilisent le gabarit G. Et là, sur ces deux pages, il suffirait donc d'aller placer des images, des textes, etc. Il y a des blocs texte. Ils sont là. Si on déverrouillait le calque image et texte, on y aurait accès. Voilà. Alors, je reviens dans ma palette page. Alors, regardez un peu le gabarit G que vous avez utilisé, il est particulier. Il utilise le gabarit F. Ah oui, un modèle de page peut être basé sur un autre modèle de page. Le gabarit F, il est là. Et tiens, le gabarit F, il y a déjà des images. Et tiens, ça ressemble vachement à des choses qu'on a dans le document. Ben oui, parce qu'à un certain moment, on peut décider que certaines pages du document deviennent un modèle de page. Et donc, j'aurais pu ajouter à la fin du document ce modèle de page-là. J'aurais dû enlever le texte et les images manuellement pour les remplacer par d'autres. Mais en fait, le travail était déjà fait. C'est à ça qui sert le gabarit G. C'est le F sans les images et le texte. Ah tiens, le F, il utilise le gabarit B. Ben oui, c'est parce que le document est basé sur un système de grilles. Et on a des grilles à 3 colonnes et des grilles à 4 colonnes. Celui-là est visiblement en 3 colonnes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oui, il y a l'image qui utilise 2 colonnes ici, la grande image. Et donc, le gabarit B, il ressemble à quoi? Ah ben oui, c'est un gabarit d'une grille avec 3 colonnes. On avait le gabarit C à 4 colonnes, mais celui-là est à 3 colonnes. D'accord? Ça, vous n'avez pas besoin nécessairement de savoir à ce moment-là, mais je vous introduis un peu au système des modèles de page. Mais rassurez-vous,
Vous n'avez pas besoin de savoir tout pour arriver à faire des documents valables dans InDesign. Bien. On va revenir sur la page 18 et on va s'occuper de l'habillage. Et peut-être bien qu'on va mettre autre chose que une image dedans. On va peut-être mettre du texte. Parce que oui, un bloc qui contient du texte peut habiller un extrait, par exemple. Hein, voilà. Vous avez un texte, un article, et vous prenez un extrait qui va appâter le lecteur. Voilà. Et il faut tromper le lecteur aussi. Hein. Vous savez comment ça marche dans les magazines. Hein. Donc vous prenez un truc vraiment... un extrait qui est ambigu. Non, je rigole. Je vous donne des conseils de journalisme foireux. Alors, dans la palette des calques, vous êtes en train de travailler sur le calque habillage. C'est lui qui est déverrouillé, les autres sont verrouillés. Sur la page 18, avec la flèche noire, vous avez la possibilité d'aller sélectionner le bloc. Ah ben non, parce qu'il vient du gabarit. Oui, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. J'avais essayé de le sélectionner, puis j'avais dit, tiens, il vient du gabarit. Je vous ai montré qu'il vient du gabarit G. Je vous ai expliqué plein de choses sur les gabarits, notamment le parentage de gabarits, qu'on appelle aussi les gabarits en cascade. Le G qui était fait au départ du F, qui lui-même était fait au départ du B, bon, peu importe. Et puis, j'ai oublié que finalement, vu que ça vient du gabarit, il est verrouillé, ce bloc. Eh bien, c'est pas grave, on va le déverrouiller. Donc, sur le PC, il faut enfoncer la touche CTRL et SHIFT, et sur le Mac, c'est COMMANDE et SHIFT. Et puis, il faut cliquer avec la flèche noire sur le bloc, et voilà, il est sélectionné. Oui, déverrouillé, voilà. Là, vous êtes revenu sur la page 18, en effet. Vous n'êtes plus dans le G Master. D'ailleurs, on n'y est jamais vraiment entré. On n'y est jamais vraiment entré, en fait, tout à l'heure. Hein. On a juste activé les pages et les déplacé là. Et ça, c'est des pages qui utilisent le gabarit G. Mais voilà, on est revenu sur 18, sur la page 18. La page 18. Voilà, alors techniquement, ce bloc peut contenir une image. On peut rapidement importer une image, fichier importé, ou alors on peut même aller en copier une qui existe déjà dans le document, c'est pas interdit. Si vous faites ceci, vous allez sur les images qui sont là sur le côté. Ah oui, il faudrait peut-être déverrouiller images et texte, parce que vu que ce sont des images normales, je déverrouille le calque images et texte. D'accord ? En cliquant sur le verrou. Vu que ce sont des images normales là sur le côté, elles ne sont pas sur le calque des images qui habillent, ou de ce qui habille. Voilà. Donc voilà, vous avez enlevé le verrou. Quand vous arrivez à sélectionner le bloc avec l'image, vous allez cliquer sur le réticule. Allez-y, réticuler. Et vous voyez un cadre brun qui apparaît, ce sont les limites de l'image. Ça veut dire que l'image, en fait, là, elle est recadrée, elle n'apparaît pas en entier, on est d'accord, hein ? C'est ça le principe. Je clique à côté, je clique sur le bloc n'importe où, sauf sur le réticule. Je clique, pas double-clic, hein ? Ça sélectionne le conteneur, le bloc. Mais si je veux sélectionner le contenu, travailler sur le contenu, il faut que soit que je double-clique sur le bloc à cet endroit-là, n'importe où, sauf sur le réticule, soit que je clique sur le réticule, voilà. On est au niveau inférieur, on est en train de travailler le contenu du bloc. On va copier l'image, on va faire un CTRL-C sur le PC, un commande-C sur le Mac, édition copier, quoi. Et puis on va aller voir ce qui se passe, tiens, quand on va activer le bloc ici, et qu'on va demander de coller l'image dedans. Édition, coller dedans. Dans la version anglaise, edit, paste, in place. Ouais, ça va être ça. C'est ça, paste in place ou into, paste into, oui, c'est ça, voilà. Voilà, coller dedans. Ok, elle est dedans. Voilà, et avec le petit réticule, vous pouvez encore la bouger. Voilà. Vous pouvez modifier la position donc, de l'image. Vous pouvez l'agrandir. Pour agrandir l'image, il faut... Est-ce qu'on peut le faire avec la flèche noire ici? Oui, ça va marcher comme ça. Vu qu'on est au niveau du contenu, on n'est pas obligé d'activer l'outil de transformation manuelle avec la flèche noire. On arrive à manipuler le contenu de l'image. Voilà, c'est juste un test parce qu'on va l'effacer en fait. Mais enfin, vous voyez, comme ça vous voyez qu'on aurait pu faire fichier importer, aller chercher un fichier qu'on aurait mis précédemment, qu'on aurait mis au préalable dans le dossier links de préférence, dans le dossier des liens, pour faire les choses proprement.
Oui, donc voilà. Pour redimensionner la photo à l'intérieur du bloc, flèche noire, je clique sur le réticule, je suis en train de travailler sur la photo, on voit ses limites. Avec la flèche noire et la touche majuscule, je prends, je lâche ce bouton la souris, puis la touche majuscule. C'est pour garder les proportions. Si on a bien fait le boulot, si on n'a pas des proportions écraser la girafe dans un sens ou l'autre, si on regarde ici, dans la barre contrôle, là, on a la même valeur en redimensionnement horizontal et vertical. Vous avez la barre contrôle qui apparaît? Non. Bon, si vous ne l'avez pas, alors voilà, il faut aller dans le menu Window et il va falloir choisir Contrôle. Je pense que ça s'appelle comme ça aussi en anglais. Et ça fait apparaître cette barre qui vous montre plein d'options en fonction de l'outil et ce que vous êtes en train de faire. En fonction de l'outil activé et ce que vous êtes en train de faire, ça vous montre plein d'options. Ok, peu importe donc l'image. Alors, ben voilà, vous avez vu, hein. On va enregistrer le document. Et dans la version suivante du document, on va effacer l'image et la remplacer par du texte. Comme ça, vous voyez que l'habillage peut se faire aussi avec du texte. C'est très intéressant. Donc, fichier enregistré sous. Et on va remplacer ici le numéro du document. 128 va devenir 129. On enregistre dans le dossier d'assemblage qu'on a téléchargé tout à l'heure. Ok, vous cliquez avec la flèche noire sur le réticule central, vous êtes en train de travailler sur le contenu du bloc, l'image, vous enfoncez la touche suppression sur le clavier, l'image est supprimée. En principe, le bloc est toujours là, je ne le vois pas, mais si je passe en affichage normal, je vois qu'il est toujours là, le bloc. Ouais, il est là. Alors, on ne le voit peut-être pas bien. Sur mon écran, je ne le vois pas super bien. Je vais peut-être aller changer la manière dont les vecteurs de ce calque s'affichent. Si vous voulez, vous le faites aussi. En double-cliquant sur la droite du nom du calque habillage, on a les options et là, on peut choisir la couleur qu'on veut. Je vais aller choisir, par exemple, de faire ça en gris. Est-ce qu'il existe déjà un calque qui est gris? Non. Ils ont tous des autres couleurs de vecteurs, donc ça peut être intéressant de les mettre en gris. Voilà, il est gris. Voilà, et chez moi, sur mon écran, je vois bien. Je sais que vous, sur la projection, vous avez vu bien dès le départ, mais sur mon écran, la couleur cyan était très saturée. Sur le blanc, je ne la voyais pas trop. Alors voilà, c'est un bloc qui est prévu pour mettre des images. Mais on veut mettre du texte. Est-ce qu'on peut convertir un bloc image vers un bloc texte? Oui. Et inversement aussi, un bloc texte peut être transformé en bloc image s'ils ne contiennent rien. Et c'est le cas ici, il n'y a rien dans le bloc. Donc on peut le faire. On sélectionne le bloc avec la flèche noire. On va dans le menu Objet. Alors Objet, Contenu. Donc dans la version anglaise, Object Content. Et vous passez à Texte. Et là, du coup, la diagonale disparaît et vous avez une porte d'entrée de texte et une porte de sortie de texte sur le bloc. Ça, c'est pour le chaînage. C'est quand on met plusieurs blocs avec du texte qui coule d'un bloc à l'autre. On a une porte d'entrée, une porte de sortie. Mais je ne vais pas faire de chaînage ici. Je veux juste que ce soit du texte. On a un signe hashtag ici, un dièse qui indique qu'il y a une ligne de texte qui est là. Vous prenez l'outil texte et on va aller coller du texte là-dedans. Alors, je vous propose d'aller chercher sur le côté du texte qu'on va coller là-dedans. Vous avez pris le curseur texte. Quand vous cliquez, vous voyez le curseur qui clignote là. Super. Alors, vous savez que la barre d'espacement sert normalement à bouger tout le document dans la fenêtre sur l'écran. Mais bien sûr, si j'utilise la barre d'espacement maintenant, ça va faire des espaces. Donc, quand vous êtes en train de travailler du texte, vous êtes obligé, si vous voulez bouger les choses sur l'écran, d'utiliser la touche Alt à la place. La touche Alt, ça appelle la main. Super astuce. Voilà. Et alors, on va faire apparaître du texte, enfin, je veux dire, la colonne de droite, là, et on va aller sélectionner avec l'outil texte quelque chose. Voilà, je vais par exemple sélectionner ça. C'est peut-être encore un peu trop. Juste la première ligne, là, voilà. Quelques mots, vous voyez? Une dizaine de mots. Et vous faites un copier, vous faites un CTRL-C sur le PC, Command-C sur le Mac. Et vous allez coller ça ici. Il suffit de revenir recliquer, le curseur texte clignote, vous collez, CTRL-V, voilà. Ça va être un extrait des paragraphes, juste pour attirer, parce qu'il y a des gens qui aiment bien
comme ça, dans les magazines, regarder en diagonale et ne lire que les titres et que les extraits. Et quand ça les intéresse, ils lisent l'article en entier, évidemment. Sinon, c'est indigeste, hein, c'est intéressant de faire comme ça. Alors, si on affiche la palette des styles de paragraphe, menu texte, style de paragraphe, on va voir que ce texte, actuellement, celui qui est dans le bloc là qui habille, ce texte, il utilise le style corps du texte. Body, entre parenthèses, c'est la version anglaise, c'est comme ça qu'on appelle ça, le corps du texte en français ou le body en anglais. C'est le texte principal du document, le style de texte qu'on rencontre le plus souvent partout dans le document. Évidemment, on ne va pas laisser body, on va modifier ça. Et on veut vraiment que ce texte-là qui utilise le style body s'éloigne, soit différent, et pour ça on va utiliser des palettes pour manuellement modifier ça. Une fois que ce sera fait, que le texte aura l'aspect qu'on veut, on en fera un nouveau style qui sera texte dans bloc qui habille. Ça paraît logique. Bon, alors on va chercher la palette caractère et la palette paragraphe. Donc il ne s'agit pas ici de modifier un style de paragraphe, il s'agit de modifier un texte. Et puis on créera un style de paragraphe au départ de ça. Donc menu type dans la version anglaise, menu texte en français, palette caractère. Vous pouvez aussi aller chercher la palette paragraphe, peut-être qu'elle vient avec chez vous. Voilà. Alors, une des premières choses qu'on va faire, c'est faire en sorte que le texte ici ne puisse pas avoir des mots qui sont coupés. Ben oui, c'est moche. Les coupures de mots en fin de ligne. On a bien affaire à un paragraphe. La notion de paragraphe, ça vous dit quelque chose ? Mais c'est parce qu'il y en a à qui ça ne dit rien, en fait. Hein. Donc, si je regarde le texte d'avant, là, chaque paragraphe est indiqué, quand on est en affichage normal, par une balise de fin de paragraphe. Ça, c'est parce qu'on a demandé que les balises apparaissent. Ça ne s'imprime pas, les balises, ça ne sort pas sur le document final, mais c'est pour travailler. Dans le menu texte, on a demandé à la dernière ligne, à un certain moment, d'afficher les caractères masqués. C'est ça qu'on a. Des caractères masqués qui apparaissent, notamment tous les espaces sont indiqués par un petit point. Les balises de fin de paragraphe sont là. Ok, donc ici on n'a pas une balise de fin de paragraphe, mais on a un signe hashtag, c'est la même chose, ça équivaut à une balise de fin de paragraphe. Alors ce qu'on va faire ici, c'est aller dans le menu de la palette paragraphe. Donc palette paragraphe, dans le menu de la palette paragraphe, vous avez le curseur n'importe où, il ne faut pas tout sélectionner. Hein. Parce que ça modifie tout le paragraphe, en fait. Hein. Il ne faut pas commencer à sélectionner tout comme ça, c'est pas obligatoire. Avec la balise, pour bien faire. Ok, elle ne veut pas. Ok, vous cliquez n'importe où. Et puis, vous allez dans le menu de la palette paragraphe, demander césure. Vous allez décocher la césure carrément. Vous avez le mot césure 2 fois ? Sinon, il faut aller dans césure avec 3 petits points. Et dans la boîte qui s'ouvre, il faut aller décocher ici. Alors oui, la version anglaise, écoutez, faites un effort, franchement. Tout le monde sait que césure en anglais, ça se dit hyphenation, quand même. Ah, on m'avait dit que c'était des bons étudiants, mais là, franchement... Oui, là... Hyphenation avec un H. Hyphénation, prononcé à la Emmanuel Macron. Bien. Alors, on va modifier la police de caractère et la taille et peut-être la couleur aussi, pourquoi pas. Bon, différentes choses. Alors, on pourrait sélectionner la totalité du bloc là et aller modifier dans la palette caractère. Oui, parce que là, il ne suffit pas de cliquer n'importe où. Ça, c'est quand on modifie le paragraphe qu'on peut cliquer n'importe où pour indiquer qu'on travaille dans ce paragraphe et aller dans la palette paragraphe modifier les choses. Mais ici, on va modifier maintenant le caractère, donc il faut sélectionner tout. Donc je clique, je sélectionne tout, CTRL-A éventuellement, ça sélectionne tout. Le problème, c'est que vous voyez, c'est en négatif, c'est pourri. Donc on va faire autrement. Étant donné qu'on n'a qu'un seul style de texte dans ce bloc, on peut faire ceci, le sélectionner le bloc avec la flèche noire.
Et quand on modifie quelque chose dans la palette de caractères, ça va modifier la totalité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va peut-être aller choisir une autre police. Voyons un peu. Si vous avez du Baskerville? Ou alors on pourrait prendre une police bâton, éventuellement. Ouais, prenons de l'Helvetica, la police basique que personne n'aime. Helvetica, vous devez avoir quand même. Vous avez de l'Arial? Arial? Arial Bold? Arial Lagrandé? Bon. Alors, choisissez une police bâton, c'est-à-dire sans empattement. Vous voyez que le corps du texte utilise des polices à empattement. Il y a les petites pattes là. Et on peut, pour contraster, si on veut, prendre une police sans empattement. Les puristes diront qu'on peut faire ça, mélanger dans un même document des polices bâtons et des polices à empattement. Donc des polices sérifs et sans sérifs pour utiliser les termes typographiques exacts. Mais ils vont dire qu'il faut que ce soit fait par le même typographe qui ait fait ces deux polices. Bon, on ne va pas aller jusque-là. Gardons les choses simples ici. Alors, si vous voulez, vous pouvez aller dans la palette paragraphe, dire que vous allez centrer le texte. En général, attention, les titres, on ne les centre pas. C'est pourri si vous centrez les titres. C'est pourri. Vous voyez que les titres ici, on ne les a pas centrés. Ils sont en alignement à gauche. Donc faites attention à ça. C'est vraiment, on reconnaît les débutants, ils centrent les titres. Parfois même tout un paragraphe est centré. Ici, vu que c'est un extrait, on peut peut-être dire que ça peut être acceptable, mais de toute façon, on est en train de tester et il n'est pas dit que ça va rester comme ça. Petit à petit, c'est ça l'idée. Hein. Moi, c'est l'approche que je vous conseille. Quand vous faites un document, faites-le entièrement en mettant des styles de titres, de sous-titres, de corps du texte, etc. Et puis, quand vous avez fait tout le document, vous êtes cool. Déjà, vous savez que vous avez un document que vous allez pouvoir rendre au client ou à l'institution qui demande le document. À partir de là, vous améliorez les styles. Vous essayez d'améliorer le document si vous avez le temps. Vous chipotez, vous, au niveau esthétique. On peut faire du Word au départ de InDesign. Il suffit d'enregistrer le document InDesign en PDF, de l'ouvrir dans Acrobat Pro et de l'enregistrer au format Word. Parce que parfois, les institutions vous demandent du format Word. Ok, alors on va bientôt terminer. On va ici centrer le texte dans son bloc. Vous allez dire, mais on l'a déjà centré. Mais oui, horizontalement, mais maintenant je veux le centrer verticalement. Donc vous allez dans le menu Objet et vous allez demander Option de bloc de texte, donc menu Object dans la version anglaise, Text Frame Options, donc c'est CTRL B, le raccourci. Commande B sur le Mac, CTRL B sur le PC. Et ici, vous allez pouvoir dire, tiens, on va centrer verticalement le texte. Avec la case aperçue, vous allez voir directement ce que ça donne derrière. Voilà. OK. Bien. Alors, ce que je fais ici, ne le faites pas. Regardez. Je vais, parce que je vais, à différents endroits du document, utiliser des blocs texte comme ça qui habillent, qui vont venir entre deux colonnes avec un extrait de l'article. Et ils vont toujours avoir cette dimension-là. Et ce que je peux faire ici, c'est augmenter l'interlignage. C'est-à-dire qu'actuellement, on est en interlignage 120%. C'est le réglage par défaut de InDesign, 120%. Vous voyez, dans la palette caractères, on a 12 points de corps de texte, la hauteur des caractères, et l'interlignage, la distance entre les lignes, est de 14,4 points. Entre parenthèses, ça veut dire que c'est InDesign qui a calculé, c'est 120% de la taille du corps. Je peux augmenter ici, et les parenthèses disparaissent parce que c'est un réglage manuel, et je peux aller augmenter ça. Avec la touche majuscule, ça va plus vite pour changer l'interlignage. Ne le faites pas, je vous montre juste. Je vais revenir en interlignage automatique ici. Automatique, donc les parenthèses reviennent 120% de la taille du corps. OK. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est à nouveau retourner dans les options de bloc de texte, donc commande B sur le Mac, CTRL B sur le PC,
Et à la place de centrer, vous pouvez choisir justifier. Et comme ça, le texte se met sur toute la hauteur du bloc. Alors il faudrait peut-être plus de texte à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, quelle que soit la longueur de texte que je mets dans le bloc, il sera toujours de haut en bas. Mais clairement, il faudrait mettre plus de texte si on fait justifier avec un bloc. Ou alors, il faut augmenter la taille du caractère. Voilà. Voilà, augmenter la taille du caractère. Ok, mais c'est pas mal ça. Si on passe à 16 points, c'est bon. Alors la suite va consister à faire un bloc, un style pour ce bloc et pour ce paragraphe. Mais